Hey, salut mes petits planteurs. Aujourd'hui, nouvel Ortus Vlog et on va parler un petit peu d'un sujet d'actualité, même si je m'y prends un peu sur le tard, comme d'habitude. Mais on va parler de la sécheresse qui touche la France et d'autres pays. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce phénomène à travers différents articles que j'ai trouvés, des trucs sympas, sérieux, scientifiques. Oui, c'est pas des trucs du Gorafi ou de Paris Match, vous voyez, non, c'est des trucs scientifiques. Donc on va voir ça, si c'est quelque chose qui est plutôt ancré dans le présent, si c'est quelque chose qui était déjà présent il y a longtemps, voir si c'est cyclique, enfin voilà, on va regarder un peu tout ça, et bon, c'est un sujet quand même assez compliqué. Je pense pas qu'on pourra établir quelque chose de sûr, une vérité quoi, mais on va quand même s'intéresser un petit peu au sujet et voir si ça craint ou pas. Et comme disait si bien JC, le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais, un vrai visionnaire, que dis-je, un prophète, je lui ai toujours dit. Donc on va commencer tranquillement par déjà établir la définition de ce que c'est que la sécheresse. Parce que ça n'a rien à voir avec... Enfin si, mais c'est pas pareil que la canicule et l'aridité par exemple, ce sont des choses différentes. Alors voyons voir, on va commencer déjà par un article, la définition Wikipédia, hein, c'est une valeur sûre en général. Donc la sécheresse se définit l'état d'un environnement confronté à un manque d'eau significativement long et important pour qu'il y ait des impacts sur la faune, la flore, naturelle ou cultivée, oui, la faune, et les sociétés. Important. La sécheresse ne doit pas être confondue avec l'aridité. Une région aride peut connaître des épisodes, elle aussi, de sécheresse. Voilà, donc il faut déjà savoir de quoi l'on parle. Hein. On a une définition claire de ce que c'est. Parce que la canicule, c'est autre chose, hein. C'est le fait que les températures ne descendent pas entre le jour et la nuit. Bon, après, en général, c'est lié. Hein. Les épisodes de canicule sont souvent liés à des sécheresses, etc. Mais pas pareil. Donc pour continuer, on va voir ce que nous dit un petit peu Météo France. Parce que bon, c'est quand même eux qui... on va s'intéresser au cas de la France, hein, dans le premier temps. Donc on va déjà voir un petit peu ce qu'ils en disent. Hein. C'est un article du 5 août 2022. Donc ils disent que c'est un événement qui est comparable à 1976, qui était un gros épisode de sec aussi. Hein. Donc au niveau national, depuis le 17 juillet, la France établit chaque jour un nouveau record de sécheresse des sols. Historique qui débute depuis 1958. Le sud-est, assez extrême effectivement. Record quotidien, début, la Corse, puis mi-mai sur PACA. Voilà. Pour se situer un peu, ils utilisent la quantité de l'indice d'humidité, comme ils exposent ici, hein, des sols agrégés par département. Donc là, on a la carte de 76, donc on voit que la Corse a été un peu épargnée, on voit aussi que le sud-est également. En 2003, là, c'était plus trop le cas, là, c'est le 3 août 2003. Et là, ça va être plus la région, on va dire, ce qui est côté un peu Bretagne, voilà, qui est un petit peu épargné, bien que le Finistère a l'air touché aussi. Et en 2022, effectivement, cette année, c'était plutôt critique. Hein. On voit vraiment qu'il n'y a rien en bleu, quoi. C'est vraiment sec de chez sec. Hein. Donc il y a plusieurs types de sécheresse, ça, il précise ça, Météo France, qu'il y en a plusieurs types. Donc la sécheresse météorologique, qui correspond à un déficit prolongé de précipitations, quand il pleut pas quoi. La sécheresse agricole, par un déficit d'eau dans les sols superficiels entre 1 et 2 mètres de profondeur, suffisant pour altérer le bon développement de la végétation. Voilà, c'est-à-dire que les cultures ne poussent moins bien, en fait. Voilà. Et la sécheresse hydrologique, qui se manifeste lorsque les lacs, rivières et nappes souterraines descendent à des niveaux anormalement bas. Et c'était le cas cette année. C'est vrai qu'il y a des lacs, des rivières, tout ça qui était quasiment vraiment sec. Hein. Ça a descendu de beaucoup. Hein. Je vois les lacs vers chez moi, putain, et ils ont perdu un bon niveau. Hein. J'ai rarement vu aussi bas. Hein. Elle dépend des précipitations, mais aussi de l'état du sol influant le ruissellement et l'infiltration. Donc voilà, donc ça veut dire que ça prend en compte aussi les pluies hivernales qui fait que ça n'a pas assez rempli les nappes phréatiques, les lacs, tout ça, donc il y a déjà un déficit à la base, avant l'été.
Donc voilà pour ce que nous dit Météo France, hein. C'est un court article, mais on se rend compte un petit peu que c'était quand même assez particulier hein, par rapport aux autres gros cas enregistrés précédemment. Donc on regarde un petit coup rapidement le site du gouvernement, ouais, ministère de la Transition écologique et de cohésion des territoires. Donc la sécheresse en France, donc c'est un article du jeudi 22... Donc c'est un article du jeudi 8 septembre, donc assez récent. Hein. Donc la France connaît actuellement une période de sécheresse intense qui touche le territoire, décryptage en cause de cette situation, les actions menées pour faire face à des mesures pour économiser l'eau. Voilà, le but de l'État, c'est le fait qu'on économise de l'eau, étant donné que la situation a l'air critique, comme on l'a vu sur la carte précédemment. Donc le ministère de l'écologie sur Twitter a mis la France connaît une période de sécheresse intense qui touche désormais tout le territoire et qui a de graves conséquences sur nos écosystèmes et aussi sur les activités humaines. Pour prévoir, hein, donc il nous conseille bien évidemment d'éviter de laisser couler l'eau, limiter les arrosages de jardin, les appareils pleins, installer des équipements économes en eau, voilà. Donc après à la fin de la vidéo on verra, en tout cas moi je vais parler de ce qui concerne le jardin, hein. Je vais pas vous faire vous dire acheter des voitures électriques ou tout le bordel, non c'est un autre débat, c'est pas ça, moi je vais juste vous dire des petits trucs pour économiser de l'eau au jardin quoi. Donc on continue, à ce jour, il y a 93 départements concernés par une restriction au-delà de la vigilance. Ouais, on commence à entrer en restriction, c'est-à-dire que c'est quand même sale. 2 en alerte, 12 en alerte renforcée et 79 en crise. Quand même. Paris, la Seine-Saint-Denis sont en vigilance. Ouais, c'est quand même assez marrant que, si vous voulez, Paris soit pas spécialement touché. Donc ensuite, on passe sur un article du CNRS, hein, le Centre National de Recherche Scientifique. Et voilà, ils ont sorti un papier sur la sécheresse et réchauffement climatique en France. Sorti, bon, il n'est pas sorti cette année, mais bon, ça donne quand même une bonne idée. En France, les 3 dernières années, donc 2018, 2019, 2020, ont marqué les esprits pulvérisant chacune les records de sécheresse. Bon, cette année, c'était encore pire apparemment. Mais les régions où elles étaient alors juste inhabituelles, comme la région Grand Est, ont été touchées. Effectivement. Démystifier les idées les plus tenaces. L'INSU est associé aussi de mon pote, machin, bon ça, c'est pas spécialement, on voit qui c'est qui a pondu le papier, mais ils ont sorti des petits schémas relativement intéressants et assez rigolos. Enfin, simple quoi. Alors qu'est-ce que la sécheresse? Voilà, c'est une période de temps anormalement sèche et suffisamment longue pour causer un grave déséquilibre hydrologique. Donc là voilà, on dit que tout commence par une sécheresse météorologique, une sécheresse agronomique et une sécheresse hydrologique. Voilà, en général c'est dans l'ordre. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en général c'est la sécheresse météorologique qui entraîne la sécheresse météorologique qui entraîne la sécheresse agronomique qui entraîne la sécheresse hydrologique. Donc c'est influencé en général par le climat évidemment, hein, s'il pleut ou pas. Les saisons précédentes, c'est-à-dire oui, s'il y a plu ou pas pendant l'hiver, l'automne, etc. Le type de sol, si c'est un sol plutôt sableux qui retient pas trop l'eau, ou un sol plutôt argileux qui va le retenir beaucoup, ou un sol très humifère qui va retenir beaucoup, si tout ça, ça dépend, voilà, ça joue aussi beaucoup. Et la végétation en place, oui effectivement, c'est vrai que dans une plaine totalement dégagée, ça retient beaucoup moins l'eau, par exemple, qu'une forêt qui va la retenir quand même plus. Ça va être plus frais, vu que c'est à l'ombre, hein, on va dire, hein, parce que c'est vrai qu'un endroit en plein soleil, forcément, plus exposé au soleil, elle sera plus sujet à ces épisodes. Alors, comment l'observe-t-on et la mesure-t-on? Donc, en France, Météo France suit l'ensemble des sécheresses en quantifiant les déficits pluviométriques observés par un important réseau de mesures de précipitation et des systèmes d'analyse atmosphérique. Voilà, c'est un système qui va analyser et faire des moyennes, si vous voulez, sur l'ensemble des précipitations du territoire en général. Et les indices pour mesurer l'intensité des sécheresses ont été créés à partir des bases de données recensant les pluies, l'humidité des sols et le débit des rivières.
Donc là, par rapport à la normale, voilà, on a quand même des épisodes... voilà. On verra d'autres graphiques plus tard, plus parlants, parce que celui-là, ils sont quand même assez simples. Hein. Comment évolue et va évoluer la sécheresse en France? Ça, c'est intéressant. Donc, ces dernières décennies, la sécheresse a progressé. Voilà, sachant que l'article est sorti en 2021. En région Méditerranée, on considère qu'aujourd'hui que la France est à 15% méditerranéenne et qu'elle sera à 50% d'ici la fin du siècle. Voilà. Quand même. Donc ces 3 années-là ont battu des records de sécheresse. L'été 2020 a été le plus sec depuis 59 et loin devant les étés 64 et 79. Eh oui. Dans le futur, la sécheresse ne sera évidemment pas la même partout. Le quart nord-est du pays sera préservé des sécheresses. Ce qui n'est pas forcément vrai, comme on l'a vu hein, pour cette année, où là, tout le monde a grillé, quoi. Donc ce que le CNRS annonce, c'est... Voilà, donc là, c'est une dernière simulation qu'ils font. Donc 2030-2040, probabilité d'apparition de sécheresse météorologique importante, quelle que soit la saison. Voilà, même en hiver, ça peut arriver. 2050, l'assèchement des sols superficiels s'intensifie et une sécheresse agronomique extrême sera fréquente. Donc il faudra changer un petit peu ce qu'on cultive, je pense. Une grande partie du territoire connaîtra des longues sécheresses du sol en toute saison, sans retour à la situation actuelle. Voilà, donc là c'est quand même compliqué. Et les conséquences, ça c'est pas mal, parce que ça permet de voir un petit peu ce qui agit sur quoi. Donc la sécheresse, bah, évidemment, elle entraîne mortalité des forêts. Hein. Je vois vers chez nous, les chênes ont pris très cher. Les peupliers, toutes les plantes qui étaient même centenaires hein, ont souffert. Donc ça provoque évidemment des feux de forêt. Les feux de forêt, ça a toujours été, hein, c'est normal, sauf quand c'est des petits cons qui les allument pour se marrer. Mais le fait qu'il y ait une sécheresse, bah, évidemment, ça intensifie la chose, hein, parce que plus c'est sec, plus ça brûle vite, etc. Donc ça a un impact aussi sur la biodiversité, donc il y a des espèces qui en souffrent, hein. Je vois par exemple les tortues, dans le sud, les tortues d'Hermann. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Qui ont beaucoup morflé des incendies, tout ça, voilà, c'était déjà une population d'animaux qui était assez faible. Ensuite, bah, évidemment, disparition des zones humides, donc là, et voilà, donc moins de CO2 absorbé, ça forme des chaînes à chaque fois, hein, voilà, pénurie d'eau potable, égale, donc là c'est plus à l'échelle mondiale, donc migration de population, conflits humains, famine, etc. Érosion des sols, et ce qui fait que quand il pleut après, ça provoque des inondations, parce que le sol n'est plus préparé à recevoir des quantités d'eau comme des gros orages par exemple. Donc voilà, c'est vrai que ça influe sur pas mal de choses et on n'a pas forcément l'impression que ce soit... Enfin, que ça influe sur autant de choses, oui, c'est vrai. Donc un cercle vicieux, évidemment, hein, la sécheresse aggrave elle-même le réchauffement climatique, bien évidemment, donc la sécheresse égale moins de carbone capté par la végétation, le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, la température augmente égale plus de sécheresse, etc. C'est vrai que ça, c'est un cercle vicieux. L'article du CNRS conclut par la sécheresse touche déjà et touchera énormément la France. En termes de sécheresse des sols, la situation normale en France à la fin du 21e siècle correspondra aux épisodes extrêmes actuels. Donc il faudra s'habituer. D'après le CNRS, voilà, on va avoir chaud. On va regarder aussi rapidement un article du Centre d'information sur l'eau qui nous dit qu'est-ce que la sécheresse, on l'a vu précédemment, mais ils vont parler un petit peu des autres continents, voir si c'est vraiment l'Europe, la France, tout ça, ou si c'est vraiment général. Donc en France, on considère qu'il y a sécheresse absolue lorsqu'aucune goutte de pluie, soit moins de 0,2 mm par jour, n'est tombée pendant 15 jours consécutifs. Voilà, ce qui était quand même bien plutôt le cas. Aux États-Unis, la sécheresse est établie si une zone reçoit 30% de précipitations ou moins qu'en temps normal sur un épisode de 21 jours consécutifs. Donc voilà, la sécheresse n'est pas perçue pareil selon les continents. Voilà, donc là on va avoir les différentes, voilà, en fonction des différents continents. En Australie, si une zone reçoit moins de 10% de précipitations par rapport à la moyenne annuelle, elle est alors considérée comme étant en état de sécheresse. Voilà. Et en Inde, la sécheresse est établie si les précipitations chutent de 75% par rapport aux normales saisonnières.
Voilà, donc c'est des choses différentes, hein, et on verra par la suite que ces pays sont aussi touchés. Donc je suis tombé aussi sur un article de Notre Nature, alors c'est un journal belge, j'imagine, et on va parler un petit peu du cas de la Belgique. Donc la Belgique est le 23e pays le plus sec au monde. Je ne savais pas du tout. Donc c'est un article du 31 janvier 2021, donc un petit peu plus ancien. Donc selon World Resources Institute, la Belgique figure parmi les pays souffrant le plus de la sécheresse. Tiens donc, avec... ça y va pas mal là-bas. Donc notre pays, on va parler, voilà, s'est hissé à la 23e place du classement. Choquant quand on sait que les 164 pays qui ont participé à l'enquête, la Belgique est considérée comme un pays à haut stress hydrique. C'est-à-dire que chaque année, entre 40 et 80% d'eau disponible de son territoire est consommée. Voilà, c'est beaucoup. Compte tenu de la forte croissance démographique et du réchauffement climatique, ces chiffres sont d'autant plus alarmants. Comment faire pour éviter une pénurie d'eau dès la moitié de l'année? Là, on a une carte de World Resources Institute qui établit voilà, les pays à gros stress hydrique, donc c'est-à-dire les pays secs, quoi. Et on voit bien que la Belgique ici y est, tout comme la France n'y était pas encore, hein, parce que oui, c'est un article qui date un petit peu, et on voit que la source est de 2013, donc c'est un petit peu vieux, ça a dû évoluer, pas forcément dans le bon sens. Donc on voit ouais, vraiment que Mexique, on voit que Maroc, Algérie, Australie beaucoup, Inde, Chine un petit peu ça commence, au Japon aussi, Espagne, Italie, oui, Grèce et Belgique. Et oui. Donc pourquoi la Belgique souffre-t-elle de la sécheresse? Donc c'est une position peu enviable et due à sa densité de population, surtout en Flandre et à Bruxelles. Voilà, c'est des grosses villes et du coup, ils pompent beaucoup d'eau pour un territoire assez petit. Et ils expliquent qu'en comparaison des pays que l'on pense secs, hein, par exemple comme les pays tels que l'Afghanistan, la Turquie, l'Égypte, ont une densité de population beaucoup plus faible et souffrent donc moins d'une pénurie d'eau, évidemment. Voilà. Après, un truc qui m'a fait rire dans cet article, c'est qu'ils vont vous montrer comment économiser l'eau de manière créative. Alors, conseil numéro 1. Si vous avez un jardin, remplacez vos plantes exotiques par des plantes indigènes. Mieux ne plantez rien, attendez que les fleurs germent d'elles-mêmes. Ces végétaux sont parfaitement adaptés à notre environnement et notre climat. Raison pour laquelle vous n'aurez pas besoin de les arroser. En plus, ceux-ci attireront davantage d'insectes, on fait d'une paire de coups. Oui, effectivement, on peut laisser tout pousser et voir ce qui se passe, hein, bien sûr. Bon, après, d'un point de vue esthétique, ce sera peut-être pas toujours formidable, mais ouais, c'est une technique, hein. Conseil numéro 2. Placez une bouteille d'eau remplie et fermée dans le réservoir de vos toilettes. Ah, une technique millénaire, que ce soit avec une bouteille, un parpaing, ce que vous voulez. Technique millénaire. Vous économiserez chaque jour un peu d'eau quand vous tirez à la chasse. Voilà. Et la troisième, qui est formidable, j'étais mort de rire, c'est conseil numéro 3, urinez pendant que vous prenez votre douche. Cette habitude est plus hygiénique qu'il n'y paraît. Vous économiserez chaque jour 6 litres d'eau, soit 2 mètres cubes par an. Les conseils des Belges, formidable. Donc ensuite, je suis tombé sur un article qui va parler un peu de la situation mondiale, avec un article de l'Organisation mondiale pour la protection de l'environnement, qui date du 26 avril, et qui parle de l'accélération de la sécheresse mondiale. La sécheresse est, depuis longtemps, l'un des termes environnementaux les plus préoccupants. Ouais, Greta, tout ça. Mais jusqu'ici, les pays africains étaient principalement touchés, mais le monde entier doit aujourd'hui faire face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et longs. Donc Chili, Inde, Australie, États-Unis, France et même Russie sont autant de régions qui souffrent de l'accélération de la sécheresse mondiale. En effet, à l'heure actuelle, la situation au Chili. Donc le Chili souffre à l'heure actuelle de la pire sécheresse de son histoire, et selon l'ONU, 76% de la superficie du pays est affectée par la sécheresse, la désertification et la dégradation des sols. Cela concerne 57,5 millions d'hectares sur lesquels vivent 65% de la population chilienne. Voilà, donc c'est beaucoup et ça affecte beaucoup de personnes, hein.
Donc ça touche bien évidemment la végétation, les risques d'érosion de l'eau, des indicateurs socio-économiques. Voilà, c'est-à-dire que ça provoque un petit peu bordel au niveau des bourses, des choses comme ça, quoi. Et ça touche aussi visiblement tout ce qui est électricité, parce que la partie centrale du pays où les plus grands barrages voient leur niveau d'eau baisser. Donc voilà, s'il y a un barrage, voilà, c'est un barrage hydroélectrique, j'imagine. Donc c'est ce qui va produire l'énergie pour le pays, et s'il n'y a plus d'eau, plus de jus. Allez, on va, oui, mais restons en Amérique, mais remontons un peu vers les États-Unis, qui eux s'inquiètent aussi d'une méga sécheresse. Ah oui, alors les États-Unis, c'est une méga sécheresse, hein. Donc, des études récentes ont révélé qu'une grande partie du territoire souffrira au cours de la seconde moitié du 21e siècle de la pire sécheresse de son histoire. Ouais, avec des États comme voilà, la Californie, le Nevada, le Colorado, le Nebraska, le sud du Minnesota, devront faire face à une importante pénurie en eau. Ah ouais, carrément. Donc là, ça va être... voilà. Cette situation apocalyptique, qui pourrait durer pendant 35 ans, beaucoup 35 ans, c'est plus vieux que moi, se fait déjà sentir dans plusieurs états du pays comme la Californie, le Nevada, où on voit plusieurs nappes phréatiques et le réservoir s'épuiser à une vitesse de l'éclair depuis 5 ans. Donc oui, on voit qu'il n'y a pas que en France, aux États-Unis c'est un peu le bordel aussi, hein. Donc là il parle de la situation en France, bon ça on l'a vu, hein, on sait très bien que craignent des grandes sécheresses, hein, on voit ça. Ensuite, voilà, je suis tombé sur un billet d'un truc que je connaissais pas qui s'appelle Les Crises. J'étais un peu sceptique au début, et par contre, c'est leurs graphiques qui sont intéressants, parce que c'est les graphiques de la NASA, sur l'évolution de la température de la planète, là on va parler de la planète, hein, de 1880 à 2012. Donc voilà, on observe que c'est vrai qu'il y a eu vraiment une augmentation des températures quand même depuis les années 40. Depuis les années 40, bon, avec des pics un peu froids, hein. Mais là, on part vraiment sur quelque chose... on voit que ça part en flèche, hein. Ça s'arrête à 2010, mais je pense que ça doit pas redescendre, hein. Donc là, on a sur l'hémisphère nord, hein, on voit que 1800, il y a un pic vers 1940, ici, voilà. Donc là, on le voit un peu mieux, on a un pic vers 1940 ici. Et ça continue de monter, voilà, ça continue de monter jusqu'à nos jours. Ils disent, oui, toutefois, 130 années est une durée bien courte pour remplacer cette hausse dans l'histoire climatique, bien sûr, hein. C'est une donnée très très courte, hein, 130 ans à l'histoire de la Terre, si vous voulez, à l'histoire du climat en général. Donc, c'est pas forcément très objectif. On voit qu'il y a un réchauffement, mais on voit pas... C'est peut-être pas forcément... voilà, c'est peut-être pas forcément... grave, quoi. Ça peut être un épisode de chaleur, et puis ça redescendra d'ici 20 ans, on sait pas. Donc là, par contre, un autre truc. Donc là, évolution de la température de l'hémisphère nord depuis 2000 ans. Ça fait déjà un échantillon un petit peu plus élevé, qui part de l'an 0, qui est ici. Donc on a plusieurs pics à chaque fois de chaleur, voilà, donc sur... l'axe des abscisses, on a la durée, et là, on a la température sur l'axe des ordonnées. Donc, réchauffement climatique médiéval, donc ça, je savais pas qu'il y en avait eu un, d'ailleurs, où la température est montée, on va dire, de 0,5 degrés. Ensuite, suivi dans les années fin du Moyen-Âge, Renaissance, une petite tache glaciaire, où les températures ont quand même chuté pareil, d'1 demi-degré, à l'échelle de l'hémisphère nord, hein. Et par contre, à partir de l'an 2000, on voit un énorme pic. Ah oui, quand même un énorme pic. Donc, quand même dû à quelque chose, parce qu'on voit que là, c'était quand même linéaire, hein. Donc ce qui saute aux yeux, il dit, c'est que le réchauffement actuel est bien plus important et beaucoup plus rapide. 80 ans, voilà, c'est le temps que ça a mis, contre 500 ans d'habitude, et une bonne partie s'emballe dans les 30 dernières années. Voilà, c'est surtout que c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu observer précédemment. Une image de la Tamise gelée à Londres, hein. Voilà. Ça devait cailler quand même à ce moment-là aussi, hein. Donc après, on va partir encore un peu plus loin pour voir déjà l'élévation de la température sur la planète depuis 12 000 ans. À 12 000 ans, ça commence à être un gros truc, hein. Donc là, on commence en moins 10 000. Donc là, une grosse ère glaciaire.
l'optimum climatique de l'Holocène. Alors ils appellent ça sûrement parce que c'était une température qui était nickel, qui était propice au développement, j'imagine. Ensuite, on retombe avec une ère glaciaire. Première pyramide, ça se situe ici. Réchauffement climatique des temps romains, voilà, fondation de Rome, âge du fer, âge du bronze, âge du cuivre. Non, âge du cuivre, âge du bronze, âge du fer. Et réchauffement climatique médiéval, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. Petite ère glaciaire, c'est celui de la Renaissance. Et là, on remonte pareil, vous voyez, mais vraiment, ça remonte droit, quoi. Il n'y a pas de petite courbure, non, c'est là, droit. On va remonter encore un peu plus, sur 16 000 ans cette fois-ci. Donc là, on voit que ça part d'une ère glaciaire assez abusée. Et on voit voilà, que ça fait une espèce de courbe, mais on monte toujours, ça monte un pic abusé, bien qu'ici on voit que pareil, il y a eu un pic, ici on voit qu'il y a eu un pic quand même assez important aussi, un réchauffement qui a été assez rapide, mais là ça s'est passé vraiment sur quelques années, ouais. Donc oui, ces sources viennent du forage de Vostok en Antarctique, ouais, j'ai oublié de le dire, et voilà, je mettrai l'histoire de ce forage en description, je mettrai un lien, c'est assez sympa. Allez regarder, c'est pas mal si ça vous intéresse. Donc là on remonte à 40 000 ans. Donc voilà, c'est quand même pas rien. On remonte à 40 000 ans. Donc on voit vraiment, pareil, la courbe reste un petit peu dans le même esprit, quoi. Une grosse période glaciaire qu'on a là, une grosse remontée. Mais là ça monte et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter de monter. Puis 40 000 ans, ça commence à faire déjà une bonne période. Ouais, oui, on voit par exemple l'apparition des humains, bon, je dis pas que c'est lié, mais bon, il y a quand même un truc. Hein. Ensuite, là, 250 000 ans, ah, on va y aller progressivement, hein, vous allez voir. Donc là, on voit par contre que depuis 250 000 ans, c'est quand même assez cyclique. Vous voyez, là, on a eu jusqu'à cette partie-là, donc là, forcément, si on voit que cette partie-là, on est un peu biaisé. On est un peu biaisé parce que du coup, bah, on observe qu'il n'y a qu'un refroidissement, puis hop, ça chauffe. Voilà. Alors que là, on voit vraiment une périodicité qui est un petit peu... on voit que, voilà, que ça fait qu'il y a eu des autres réchauffements, hein, pareil, assez violents. Mais pas aussi rapide. On voit que les courbes, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air vraiment rapide. Hein. Et sur 800 000 ans, voilà, donc d'après ce qu'on a retrouvé dans le forage, on voit qu'il y a quand même une périodicité assez forte hein, en termes de réchauffement, de glaciation, de réchauffement, de glaciation, de réchauffement, de glaciation. Donc la Terre a déjà subi ce genre de choses, hein. C'est pas nouveau quoi, c'est pas nouveau. Mais c'est surtout la rapidité, comme je l'ai déjà dit, qui est inquiétante. Donc alors, il conclut la chose par exemple, phénomène naturel. Absolument pas. Ce que nous vivons est unique, car le réchauffement s'opère à une vitesse jamais vue, comme je disais. Le réchauffement observé ces 30 dernières années s'observait plutôt dans le passé, entre 1500 et 3000 ans, pour qu'il y ait un réchauffement identique. Donc là, on tombe sur un dernier graphique, hein, sur la corrélation avec le CO2 et le réchauffement. Donc sur pareil, une période de 800 000 ans, hein, donc on observe que c'est quand même assez lié. Hein. Les augmentations de CO2 entraînent souvent des réchauffements. Hein. Vous voyez, c'est assez marqué. Hein. De toute façon, ça se voit, hein, c'est visible. Et là, la courbe des températures est en train de dépasser celle du CO2. Donc on est vraiment sur un effet de serre très fort. Très fort. Mais corrélation ne veut pas dire causalité. Et contrairement à ce qu'on lit parfois, ce n'est pas principalement le CO2 qui a été responsable de l'augmentation passée. Donc l'article est quand même assez long, assez dense, hein, avec pas mal de graphiques, avec pas mal de conclusions. Et donc là, on a un dernier, par exemple, pour voir l'évolution des graphiques. Par exemple, en Amérique du Nord, on voit que ça monte aussi. En Europe, on voit que ça monte aussi. En Asie, c'est exactement pareil. En Australie, bon, ça se restabilise, mais bon, je pense que c'est maintenant, parce que ça date de 2000, hein, les derniers chiffres. Donc ça doit remonter encore, Afrique pareil, Amérique du Sud pareil, l'ensemble du globe pareil, c'est une tendance à monter, terre émergée, océan, donc voilà, la tendance, voilà, c'est pas que en Europe, c'est pas que en France, voilà, surtout ça que je voulais montrer aussi. Donc voilà, il y a plein de tableaux, il y a plein de graphiques, plus ou moins complexes, donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse d'aller y faire un tour, c'est assez intéressant et ça prend le temps de regarder tout ça.
Donc après, quelles sont vraiment les causes qui ont engendré ça? Donc il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le fait qu'on soit énormément sur Terre, donc forcément on a dépassé les capacités de production de la Terre depuis déjà un moment. Hein. Et du coup, ça entraîne une augmentation du CO2, une augmentation pareil de la déforestation, donc c'est-à-dire moins de plantes, moins de CO2 capté, moins de réchauffement, etc. Vous comprenez le truc. Bien que la déforestation ces dernières années a un peu diminué, il y a certains continents qui se sont même reboisés, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, avec tous ces graphiques, même si on est un peu climato-sceptique, il y a quand même, voilà, ça montre quand même des choses. Ça montre que, oui, il y a quand même un vrai réchauffement, il y a quand même des vraies conséquences là-dessus, et ça se voit que c'est corrélé avec l'activité humaine. Donc après, d'après ce qu'on voit, c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours eu des cycles. C'est ça, je vais pas trancher, hein, chacun se fait son avis, bien sûr, hein, je vais pas... Voilà, chacun se fait son avis, mais on observe qu'il y a quand même toujours eu des cycles naturels, mais qui n'ont jamais été aussi rapides que celui engendré par l'homme actuellement. Donc c'est vrai que la nature n'a pas forcément le temps de s'y habituer, c'est vrai qu'en 80 ans, t'as moins le temps de t'y habituer qu'en 3000 ou en 2000, vous voyez, donc forcément il y a des espèces qui souffrent beaucoup, et que ce soit aussi bien végétal qu'animal, hein, même humaine, bien sûr. Donc pas étonnant que dans les prochaines années, on nous annonce des restrictions d'eau vraiment à grande échelle. Ça, c'est fort possible. Donc du coup, pour finir un petit peu ce petit vlog, je vais vous proposer quelques solutions qu'on peut utiliser au jardin, parce que c'est mon domaine, hein. Je vais pas vous parler, comme je vous disais, de la vie de tous les jours, tout ça, fermer l'eau, manger 5 fruits et légumes par jour. Non, je vais vous parler des choses du jardin. Donc le premier truc qu'on peut faire, si on a la place, c'est de récupérer l'eau de pluie, enfin les eaux pluviales, grâce à un récupérateur d'eau, une citerne ou quelque chose comme ça, ou utiliser l'eau de son puits aussi. En général, c'est une eau de bonne qualité, et il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser au jardin. Ce qu'on peut faire aussi si on a un sol un peu sec, c'est d'ajouter de la matière organique, du terreau, du fumier, du compost. Ça retiendra mieux les minéraux et en plus ça enrichira votre sol. On peut aussi bien évidemment pailler ses plantes hein, pour éviter la transpiration, enfin pour éviter que l'eau s'évapore du sol et la retenir un petit peu au pied de ses plantes. Donc pour cela, on peut utiliser un paillis végétal, style chanvre, miscanthus, lin, écorce de pin. Donc ça limitera beaucoup les arrosages et c'est quand même bien utile. Il faut aussi savoir arroser, bien sûr, hein, donc on va pas arroser en pleine journée où ça tape, ça ne sert à rien, ça va s'évaporer et les plantes ne profiteront pas. Donc arrosez plutôt le soir et pas forcément tous les jours. Hein. Attendez, à la limite mettez quelque chose pour sonder le sol, afin, je sais pas, un jalon en bambou, quelque chose pour voir si c'est toujours humide en profondeur avant d'arroser. Et oui, parce que ça se trouve, souvent on arrose alors que la plante on n'a pas réellement besoin. On peut éviter aussi de planter sur une butte, parce que sur une butte, forcément ça sèche plus vite. Donc ce qu'on peut faire, c'est creuser par exemple un petit fossé autour de son potager, ça retiendra mieux l'eau et l'eau sera mieux absorbée quand il y aura une pluie. Voilà. Si on peut, parce que c'est un peu plus onéreux, on peut installer un système de goutte à goutte qui est très utile et vraiment ça économise beaucoup d'eau car c'est vraiment très géré, ça peut être réglé vraiment très précisément et ça économise énormément d'eau aussi. Les systèmes de goutte à goutte, c'est vraiment pas mal. On peut aussi choisir ses variétés pour prendre les plus adaptés au sec. Hein. Je pense notamment au gazon qui souffre énormément en été, mais on peut planter par exemple du kikuyu, du nunan, qui sont des gazons tropicaux qui résistent très bien au sec, mais qui tolèrent pas trop les hivers trop froids. Donc si vous habitez dans une région où les hivers sont doux, ça peut être une bonne option. Pour les tomates par exemple, on peut cultiver la calabache qui est très bonne et très adaptée au climat sec comme ça, mais toutes les variétés un petit peu précoces en général vont bien aussi. Pour l'haricot, les plus résistants sont le rugali et le liseria, qui sont les plus résistants à la sécheresse et au sec. Parce que c'est vrai que c'est dur de trouver, en général c'est assez gourmand en eau, les haricots verts, donc voilà, ces espèces-là sont les plus costauds à ce niveau-là. Pour les choux, on peut bien sûr utiliser la variété Komodo, qui s'adapte bien à toutes les expositions, tous les ensoleillements, c'est celui qui résiste le mieux au sec, et gustativement, il est bien. Pour les légumes racines, on va dire, donc échalotes, ail, poireaux, oignons, pommes de terre, de toute façon déjà on les arrose pas, c'est pas des plantes qu'il faut arroser au potager. C'est juste que si un épisode de sécheresse est fort, ben ils donneront moins. Les gousses d'ail seront plus petites, les poireaux seront un peu plus fins, mais vous en aurez quand même, ils vont continuer à se développer, en général ils ne meurent pas à cause de ça. Pour l'ornemental, si vous voulez vraiment ne pas arroser, hein, mettez des annuels type Dipladenia par exemple, ou
tout ce qui est pourpier, par exemple, pourpier, portulaca. Qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre? Des bégonias à dragon aussi, qui sont des plantes peu gourmandes en eau, qui stockent l'eau. Et voilà, qui sont vraiment bien adaptés si vous n'avez pas envie de vous embêter à arroser, et justement ça peut économiser, ça fait de la fleur et de l'économie. Bon, on dit plat, ça fait un peu cimetière, mais moi je trouve ça quand même joli. Et voilà mes petits planteurs, j'espère que ce petit vlog vous aura intéressé, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et je vous invite à vous renseigner aussi par vous-même, trouver des articles, tout ça, pas à croire toujours tout ce qu'on dit. D'ailleurs, j'ai sûrement dit des conneries dans ma vidéo, c'est possible. Et voilà, je vous invite à vous faire votre propre avis, à chercher par vous-même sur le sujet, pourquoi pas à débattre en commentaire d'ailleurs, si vous voulez, il n'y a aucun problème, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à aller voir nos autres vidéos, bien sûr, elles sont cool. Et à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, parce que j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal qui l'avaient pas activé cette cloche. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas comme d'habitude à cultiver et à vous cultiver les petits planteurs. Je vous dis à bientôt, salut!